dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Dans ce nouvel épisode de Le Cubecast, nous recevons Arthur Evang, étudiant en 2e année et membre de l'association ACE, pour parler de low-tech et de l'ingénierie durable. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute! Bonjour Arthur. Bonjour Célia. Merci de participer au podcast de l'NC Cube. Alors pour commencer, on va te demander s'il te plaît de te présenter. Donc moi comme tu as dit, je m'appelle Arthur, je suis élève à l'NC Cube en première année. Ouais. Et je me dirigerai a priori vers la filière SEM. Et donc je suis membre d'une association, comme tu l'as dit, qui s'appelle ACE, dont une branche porte sur les low-tech. Alors, je te remercie. On va parler aujourd'hui d'ingénierie durable et de low-tech. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, est-ce que tu peux nous définir rapidement ces concepts, s'il te plaît ? Tout à l'heure, tu disais qu'ingénierie durable, ça voulait un peu tout et rien dire. Tu peux m'expliquer ça ? Justement, moi, je n'ai jamais spécialement utilisé le terme ingénierie durable. Je vais d'abord parler, je pense, des low-tech, ça me paraît si tu veux, on part directement sur les low-tech. Alors, c'est quoi, les low-tech ? Les low-tech, c'est un peu une philosophie, une façon de penser les choses. C'est une façon de revoir notre façon de consommer et de produire. En fait, on va produire quelque chose qui a une utilité. Donc ça, c'est un premier point. Répondre vraiment à un besoin. Quelque chose qui va être sobre en ressources et en énergie. Et quelque chose surtout de facilement réparable, de facilement accessible, de compréhensible, que les utilisateurs vont pouvoir prendre en main. Par exemple, ça peut être nous, dans notre association, là actuellement, je suis en train de créer avec un ami un four solaire. Un four solaire, donc c'est un four en bois, il y a une vitre et ça va capter l'énergie du soleil pour faire cuire les aliments. Donc là, pour le coup, c'est vraiment facile à construire, on le fabrique nous-mêmes, ça ne demande pas beaucoup d'énergie et ça répond vraiment à un besoin de se faire manger. Donc c'est un peu ça les low-tech, donc que ce soit utile, que ce soit sobre en énergie et en ressources, et que ce soit facilement réparable, facilement accessible. Ok, très bonne définition, je te remercie. Il faut du coup être ingénieur pour faire de la low-tech ? Non, pas forcément. C'est vrai ? Non, de la low-tech, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui présentait dans les camps de migrants, donc à Lesbos, avant que ça prenne feu, avant qu'il y ait un incendie là-bas. C'était quelqu'un donc qui me disait que sur les camps de migrants à Lesbos, il faisait des low-tech justement pour redonner un peu du travail à ces personnes qui arrivaient. Oui, alors pour concevoir de la low-tech, il faut qu'il y ait un ingénieur, je pense, qui conçoive une certaine machine, un certain produit, qui ensuite va pouvoir être dispensé, comme tu dis, avec tous ces avantages que ça a, pourra être utilisé par des personnes qui ne sont pas ingénieurs. Oui, il faut que ce soit utilisé. Oui, voilà, c'est ça le but. La conception, en revanche, vient d'un certain savoir. Pas forcément. Ah ouais ? Pas forcément, parce que je veux dire, les fours solaires, comme je le mentionnais plus tôt, c'est quelque chose, ça vient des pays dits du Sud, je mets des guillemets. Souvent, c'est quelque chose, c'est en fait, en Occident, en Occident, on s'est vachement approprié des technologies beaucoup plus complexes, on va nommer un peu high-tech, mais justement, les low-tech, souvent, c'est des concepts à la base qui viennent dans des pays, on va dire, moins développés, mais qui marchent tout aussi bien. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner en Europe ou ailleurs. Et justement, c'est s'inspirer de ces techniques pour le faire. Mais après, oui, on peut aussi l'adapter à l'ingénierie. C'est pas forcément juste du bricolage dans son coin, les low-tech. Ça peut aussi s'adapter à l'ingénierie. Moi, par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelait L'âge des low-tech de Phil Dewey, et qui développait justement le fait que, par exemple, une voiture, a priori, c'est pas du tout low-tech. Je veux dire, c'est pas réparable, c'est pas facile d'accès. Mais tu peux quand même appliquer une démarche en te disant faire des voitures plus petites, parce qu'au final, à quoi ça sert d'avoir un gros 4x4, des voitures plus petites, plus sobres en énergie, électrique par exemple. Et là, ça va être beaucoup plus sobre en énergie. Alors même si c'est pas
construisable par soi-même, dans la philosophie, on peut dire que ça va être un petit peu dans cette démarche low-tech, ou alors d'ingénierie durable, peut-être pas low-tech, parce qu'effectivement, souvent quand on parle de low-tech, c'est des choses qu'on va être capable de fabriquer soi-même, mais au moins dans cette ingénierie durable. Et moi, je pense plus à des choses comme ça, où on va revoir nos besoins, plutôt qu'à développer parfois des technologies compliquées à mettre en place pour gagner quelques kilogrammes de carbone, mais qui vont demander au final beaucoup de ressources. Et dans un contexte où nos ressources s'appauvrissent, c'est pas toujours l'idéal. Tout à fait. Écoute, c'est très clair et puis ça remet bien les choses ingénierie durable et low-tech en place. Et depuis quand est-ce que tu t'intéresses à ces sujets-là ? Est-ce que ça date d'avant ou de pendant tes études d'ingénieur ? Parce que là, tu disais que tu étais en première année, c'est ça ? Et moi, je vais être honnête avec toi. Il y a un an, j'avais jamais entendu spécialement le terme de low-tech. D'accord. Au final, dans ma vie, je faisais déjà du vélo, donc c'est quelque chose qu'on l'avais appréhende déjà un peu plus ou moins, tous, mais le terme de low-tech, je ne le connaissais pas. Et même, je pense que la première fois que je l'ai entendu, il m'a peut-être un peu fait peur, parce que quand on se dit low-tech, on a l'impression que c'est revenir un peu à l'âge de pierre, alors que c'est pas du tout le cas, parce qu'au final, on répond à des besoins. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que pour moi, ça traduit d'un problème, c'est que pour l'instant, les low-tech sont, on va dire, vulgarisés qu'à une certaine partie de la population, et je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour le rendre accessible, pas justement qu'à un milieu d'ingénieurs, mais à un milieu beaucoup plus large, pour que les gens acceptent ce concept, le comprennent, pour pouvoir l'intégrer dans leur vie. Ouais. Du coup, on peut pas dire que ça a joué dans le choix de cette école, puisque c'est pas directement là-dedans que tu voulais aller. Comment finalement tu as atterri à NC Cube ? Qu'est-ce qui t'a intéressé en fait en venant ici ? Et moi je pense que c'est les domaines abordés qui sont quand même intéressants, et puis vie associative, j'étais quand même content de cette vie associative. Et notamment les débouchés, on va dire, de l'école m'intéressent, moi, donc sur tout ce qui est l'énergie, enfin c'est des sujets quand même qui m'intéressent. Ok, très bien. Donc tu fais partie de l'association étudiante ACE, Aire de Conception Énergétique, c'est bien ça ? Est-ce que tu peux la présenter, s'il te plaît ? C'est une association dont on est en train de rediscuter pour certains pôles, ce qu'elles vont faire l'année prochaine ou pas, ou si elles restent dans notre association. Donc ce sera peut-être à confirmer l'année prochaine. D'accord. Aujourd'hui, on a 2 pôles. Un pôle low-tech, que j'ai défini tout à l'heure. Tout à l'heure. Et on a aussi un pôle sur un pôle sensibilisation, où on est en train de réfléchir si on fusionnerait pas ce pôle avec une autre association qui ferait déjà de la sensibilisation pour se concentrer essentiellement sur les low-tech. C'est en discussion en ce moment. Donc pour le pôle low-tech, parce que moi je suis sur le pôle low-tech du coup, et je ne suis pas sur le pôle sensibilisation. Sur le pôle low-tech, moi par exemple en ce moment, comme je le disais plus tôt, on est en train de faire un four solaire, et en fait on aimerait bien aborder pas mal de projets low-tech comme ça. On a aussi eu l'occasion de fabriquer une éolienne Pigot, donc une éolienne en low-tech sur un week-end. C'était très sympa. Enfin, on travaillait le bois à la main, on faisait des soudures pour créer notre éolienne, et c'est quelque chose qui était vraiment intéressant et qui était formateur. C'est ce que j'avais demandé justement, que tu nous parles d'un de tes projets et que tu nous donnes un exemple en fait de projet. Donc on peut peut-être justement parler de cette éolienne. Ouais. Comme je le disais, c'était un week-end, donc c'était il y a 3 semaines, mais à la date, il n'y a pas très longtemps. Okay, je vais recommencer. Donc, ce week-end, c'était un week-end où on s'est réunis, on était une vingtaine, et puis on s'est donné pour objectif de fabriquer une éolienne Pigot. Donc, une éolienne Pigot, c'est une éolienne justement en low-tech. Et on s'était réparti la tâche. Il y avait une partie des gens qui taillaient les pales, il y avait une partie des gens qui s'occupaient du rotor, une autre partie qui s'occupait du support, qui faisait des soudures et tout. Et c'était vraiment très sympa, et ça montre comment on peut aussi travailler collectivement et comment on peut s'approprier la technologie. Et pour ça, moi, j'ai passé un super moment autour de ce projet. Après, pour ce qui est de l'année prochaine, on aimerait bien faire plein de petits projets low-tech, notamment des projets aussi beaucoup plus abordables, beaucoup plus simples. Je pense notamment, aujourd'hui, c'est possible de faire soi-même sa lessive ou des choses comme ça, et ça rentre totalement dans une démarche low-tech où on répond à un besoin, on s'approprie une technologie. Et moi, je trouverais ça sympa d'apprendre à ceux qui veulent en faire, d'en faire. C'est quelque chose qui pourra potentiellement être abordé l'année prochaine. Quand on parle de low-tech, on parle d'éco-conception. Quelle est ton opinion sur l'analyse du cycle de vie ? Souvent, quand on parle d'analyse de cycle de vie, on voit aussi un peu tout ce qui est recyclage. Mais le recyclage a quand même ses limites. Quand on recycle, on a quand même des pertes, et on a quand même des matériaux qui ne sont pas recyclables. On prend un téléphone, la majeure partie de ce qu'il y a dans notre téléphone n'est pas recyclable.
Ou par exemple, dans nos voitures, il y a des pièces qui ne sont pas recyclables, ou peu recyclables, ou mal recyclables. Justement, dans les low-tech, on a des matériaux qui sont beaucoup plus simples. Notamment, on fait souvent des choses en bois ou en verre, ou on utilise de l'alu. Enfin, c'est des matériaux accessibles, peu chers. Et il y a aussi cette notion que les low-tech, c'est quelque chose de facilement réparable. Et par ce caractère facilement réparable, avant de le jeter et de le recycler, on va d'abord essayer de le réparer pour prolonger sa durée de vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans le monde de demain. Ça va être de faire des objets non seulement utiles, mais qui durent aussi, qu'on n'a pas besoin de recycler tous les ans. Je vois par exemple nos portables, ils sont programmés pour, au bout de 3 ans, être déjà défaillants et très vite ne plus fonctionner. Et justement, dans une démarche low-tech, justement, on essaie de faire en sorte que ces téléphones durent le plus longtemps possible pour éviter au maximum d'avoir à recycler, justement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous arrivez à mettre en pratique, par exemple, dans vos projets. Est-ce que, typiquement, sur l'éolienne que vous avez montée, elle est réparable, recyclable ? Eh bien, en théorie, oui, elle est facile d'accès. Après, le problème des éoliennes, c'est que si une pale s'abîme, en fait, on doit changer les 3 parce qu'il faut que ce soit le même bois et que ce soit équilibré. D'accord. Donc, c'est réparable, mais pour une éolienne, et ça c'est pour toutes les éoliennes. Pour une éolienne, quand on change une pale, en fait, faut changer les 3. Oui, donc en fait, on voit que y a quand même des limites. Ouais. Même si l'intention et le démarrage est plutôt dans le durable. Ouais, c'est ça. Okay. Mais par exemple, là, on fabrique un four solaire et dans nos locaux, il y a un deuxième four solaire et on aimerait bien le réparer typiquement. Ouais. Parce que justement, c'est la démarche low-tech et autant qu'il serve, même si aujourd'hui il est abîmé, on aimerait bien prolonger sa durée de vie. Bien sûr. Justement, comment est-ce qu'on peut appliquer la démarche low-tech dans sa vie quotidienne ? Et justement, dans sa vie quotidienne, ça commence par la sobriété. Oui. Parce que quand on parle de low-tech, on parle de redéfinir ses besoins. Par exemple, je pense qu'on a tous une machine à laver chez nous ici. Sur une machine à laver, on peut régler le nombre de degrés qu'on met pour l'eau à chauffer. Oui. Et souvent, on peut monter jusqu'à 60 degrés. Pourquoi on le fait ? En fait, on enlève surtout les odeurs. Nos vêtements, ils sont pas fondamentalement sales. Et je pense qu'on peut très facilement réduire la température et ça lave tout aussi bien nos vêtements. Enfin, moi, je le fais et j'ai pas l'impression quand je vois des gens qui me disent tes vêtements sont sales. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu dire qu'on lave à 40 ou qu'on lave à 60, en fait, le résultat est exactement le même. Moi, je lave même à 20 et j'ai pas l'impression que... à 20, Enfin, sauf s'il y a une tâche, bien sûr, mais ça, c'est une autre chose. Ou même prendre le vélo quand c'est pas loin de chez nous. Enfin, le vélo, c'est typiquement ce qu'il y a de plus low-tech en termes de mobilité. Le vélo, pour le coup, c'est facilement réparable, c'est accessible, c'est pas cher, c'est bon prix. Donc en fait, il y a des tas de sujets, quel que soit le sujet, que ce soit ménager, déplacement, consommation, tout peut s'appliquer finalement. C'est peut-être un peu ce mot low-tech qui va... Mais après aussi, si on revient vraiment aux technologies low-tech, par exemple... il y a une marmite norvégienne, je sais pas si... Peut-être qu'il faut que je redéfinisse ce que c'est une marmite norvégienne. Oui, s'il te plaît. Donc même dans... J'ai ça depuis le début alors. J'ai eu l'occasion de discuter avec le Low-Tech Lab et ils m'ont parlé de marmite norvégienne. Et en fait, c'est des boîtes qui sont hermétiques. On va faire cuire des aliments, par exemple du riz, des pâtes ou même autre chose. Ça faisait un peu trop que je suis étudiant. Et après, en fait, on va commencer à les faire chauffer et après, on va les mettre dans notre marmite. On va fermer et par inertie thermique, ça va finir de cuire. Ça va être des technologies comme ça. Ça va aussi être, par exemple, utiliser un four solaire. Ça peut être utiliser des panneaux solaires thermiques. Donc, des panneaux solaires thermiques, c'est des panneaux qu'on met sur un toit, de l'eau circule dedans et ça va venir chauffer l'eau qu'on va mettre après dans une caisse isolante pour notre douche, par exemple. Et ça peut aussi, même pour des choses beaucoup plus simples que chaque utilisateur peut faire, sur Internet, on trouve facilement des recettes de lessive soi-même, des recettes de savon soi-même, de déo soi-même. Et réapprendre la connaissance de ces recettes, de ces savoir-faire, c'est carrément une démarche low-tech. Ok. Et pour l'avenir, comment est-ce que tu vois l'intégration des low-tech dans ton futur métier d'ingénieur ? Je pense que quand on parlait de low-tech, quand je vous ai défini low-tech, je vous ai dit que ça répondait à un besoin. Je pense que déjà un ingénieur, il doit pas faire quelque chose parce que ça va rapporter de l'argent, il doit avant tout faire quelque chose parce que ça va répondre à un besoin. Et ça, c'est fondamental.
Je pense que tous les ingénieurs aujourd'hui ne se posent pas ces questions malheureusement. Je pense qu'il doit aussi avoir une dimension humaine, avoir un contact avec les personnes avec qui il va discuter, avec qui il va travailler pour justement comprendre quel est ce besoin. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait non pas travailler pour, mais travailler avec les gens. Et je pense que c'est important de travailler avec les gens. Parfois à petite échelle, hein, mais et surtout de développer, de se poser aussi les questions. Je développe une technologie, elle est bonne, probablement bonne en Europe. Mais est-ce qu'elle est bonne aussi dans les autres pays ? Par exemple, est-ce que quand je fabrique cette technologie, est-ce que ça va pas demander d'extraire des ressources dans des pays justement qui, eux, ça les arrange pas trop Ouais. Et je pense qu'un ingénieur durable, il va se poser ce genre de questions. D'accord. Mais écoute, je te remercie. On arrive à la dernière question du podcast. C'est la question signature. C'est une école pleine de valeurs qui est engagée sur beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui te touche le plus aujourd'hui à Grenoble INP NC Cube ? Je réfléchis à cette question. Vas-y, tu as le droit. Moi, je ne suis pas seul, mais on est quand même un petit groupe à l'NCU à quand même faire porter un combat de tendre vers un monde plus durable. Et c'est ce combat que j'ai envie d'aider à porter à travers mes années à venir. Comme je le disais précédemment, moi, ce qui m'a quand même beaucoup touché, c'est le côté associatif à l'NC Cube, le fait de me retrouver avec un groupe quand même d'étudiants engagés qui avaient envie de faire bouger les choses. Et je trouve que c'est bien de se retrouver avec des gens, de se retrouver dans un cadre de gens motivés qui ont envie de faire avancer les choses. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être à beaucoup de gens dans la vie de tous les jours. Moi, je pense qu'avant d'arriver à l'NC Cube, j'étais déjà écolo dans ma pensée, mais j'arrivais pas à donner une forme à cette volonté. Parce que justement, autour de moi, j'étais moins encadré par des gens qui avaient envie de faire avancer les choses. Et justement, c'est ça que j'ai apprécié à l'école. Et c'est aussi une remarque plus globale, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui se retrouvent peut-être un peu perdus dans celle-ci et qu'il faut aider un peu à encadrer, à leur donner des outils et des forces pour arriver et faire grossir le combat. Écoute, je te remercie beaucoup Arthur d'avoir répondu à toutes ces questions et je te dis à très bientôt et bonne route. Merci. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt!